de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène. Tous les mardis, je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait changer la vôtre. Ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Nouvelle semaine, nouvel épisode de votre podcast de femme à femme. Aujourd'hui, je reçois une belle jeune femme. Elles sont toutes belles, les femmes, en fait, quand on regarde, puisque je vous dis toujours une très belle jeune femme, mais celle-là, oui, elle est très belle. Elle est très, très belle. Et je suis contente qu'elle soit avec moi aujourd'hui. Bonjour, Karine. Bonjour, Hélène. Merci d'être venue. T'en prie. Alors, quand j'ai dit à Karine, de femme à femme, quand elle a reçu le premier podcast, elle m'a appelée et elle était enjouée de ce podcast et te remercie, j'en profite pour te remercier de l'accueil que tu as réservé à ce podcast, dont tu connais le principe que je vais quand même rappeler, qui est de parler d'une tranche de vie d'une femme, de ces moments un peu compliqués que l'on peut traverser, mais surtout de témoigner de comment on s'en est sorti, de comment on a fait pour que cet épisode soit derrière nous et montrer aux autres femmes que c'est possible. On me demande souvent si je choisis les sujets. Absolument pas. Les femmes arrivent avec leur vie. Nous sommes toutes différentes, nous avons toutes des vies différentes. Donc, on va découvrir la tranche de vie que Karine souhaite partager avec nous aujourd'hui. Et donc, merci encore de cet accueil. Je voudrais parler de mon accouchement. Un accouchement suite à une grossesse qui s'est très bien déroulée, merveilleuse grossesse, 7 kilos. En fait, j'ai travaillé jusqu'à 14 jours avant mon accouchement. Donc, vraiment, parce qu'il fallait s'arrêter. Et le jour J, j'ai eu des signes. Je me rends à la maternité. J'étais pas complètement prête, donc... Quand tu dis pas complètement prête, c'est-à-dire? Prête au sens où j'avais pas perdu les os, donc il fallait encore attendre, puisque moi, quand je me suis rendue à la maternité, je me suis dit, bon, comme toutes les femmes vont faire un tour avant le jour de l'accouchement, pourquoi pas, puisque j'ai jamais eu de précédent durant toute ma grossesse, ça s'est bien passé. Donc je me suis dit, bon, on y va. Donc je suis arrivée à 8 heures tranquillement, vers 10 heures, 10h30, je perds les os. Mais sans douleur, sans contraction, j'étais bien. J'étais, un peu fatiguée, avec les jambes extrêmement lourdes. J'avais l'impression que j'avais le poids de mon corps au niveau de mes jambes. Mais sinon, rien de tout ce que j'avais entendu dire sur les précédents par rapport à l'accouchement et tout. Et je voudrais quand même rappeler que c'était ma première grossesse. Donc, ni avortement, ni fausse couche, ni quoi que ce soit auparavant, ma toute première grossesse. J'ai eu la péridurale, donc vers 14h30, j'accouche vers 15h, mais vraiment 3 poussées, le truc où j'ai un peu chaud, mais vraiment 3 poussées. Et comme j'ai dit précédemment, pas de signe de contraction, puisque c'est ce qui fait souvent peur aux femmes. Voilà, ma gynéco qui est enjouée. Waouh, 3 poussées, c'est magnifique. Sauf que c'était trop beau. Il y a un mais. Ouais, c'était trop beau. Donc, au moment où, on fait On te présente ton bébé. Voilà, on me présente mon fils, je passe un moment avec lui, son père, tout le monde est content. Et puis, faut quand même laisser la mère se reposer. Donc, je me repose. Et puis, au réveil, c'est pas trop ça. Au niveau de l'hémodynamie, tout ce qui est tension, on voit que ma tension est très basse. Et puis, j'ai du mal. Je dis que je veux dormir. Mais on se dit, c'est bizarre. Donc, la gynéco qui revient, qui regarde si c'est pas le placenta, un morceau de placenta qui reste, elle regarde et tout. Jusque-là, elle se pose quelques questions, mais toujours pas. Je reviens pas à un état, on va dire, normal. Par la suite, des douleurs ont commencé. Des douleurs au dos, bizarre, enfin, comprends pas. Vous allez rester vous reposer encore un petit peu. S'ensuit des douleurs, on va dire des douleurs sur le côté, des douleurs
qu'on ne peut pas nommer. Enfin, j'avais mal. J'avais tout simplement mal. Et donc, je ne peux pas rester couchée, je ne peux pas rester assise, je ne peux pas rester debout. Des douleurs, des douleurs, des douleurs. Donc, on me donne le traitement qu'il faut contre la douleur. Mais en même temps, l'hémodynamie ne change pas. Donc, elle regarde, elle me fait une échographie, une première échographie pour voir s'il n'y a quand même pas quelque chose. Rien. Donc, je reste sous surveillance. Mon fils, bien sûr, il n'est pas à côté de moi. Donc, on est là, on attend. Dans la nuit, elle décide de me transfuser parce qu'elle ne comprend pas. Il y a un de ses confrères qui vient, qui m'ausculte, mais personne ne comprend parce que ma grossesse a été, je dirais, presque trop parfaite. Donc, on ne s'imagine pas que je puisse avoir un souci. Je passe la nuit après la transfusion et au petit matin, la sage-femme qui arrive et qui dit ah non, ah non, ah non, là il va falloir la mettre dans sa chambre. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il faut qu'elle passe du temps avec son enfant. Voilà. Donc voilà, elle m'installe dans ma chambre. Mon fils avec moi, donc je profite de mon fils et tout, mais les douleurs... Les douleurs sont toujours Elles sont présentes. toujours là. Mais je me dis, mais c'est bizarre et tout. Je me dis, mais c'est... Je comprends pas, mais je me pose des questions. Mais en même temps, bon, c'est mon premier accouchement. Hein. Moi, je sais pas. J'ai pas eu des contractions avant. Peut-être après. Donc, voilà. En fait, c'était un peu ça. J'ai pas eu des contractions. J'ai pas eu de douleur. Je sais même pas ce que c'est une douleur pré-accouchement. Donc... Et puis, du coup, la journée se passe, je fais des radios, je fais toutes sortes d'examens, enfin, pas de radio. J'ai fait des échographies, prise de sang, et puis vers 14h30, elle indique qu'elle va me transférer au CHU, parce que j'avais accouché à la polyclinique. Donc, mais bon, ok. Mais moi, Tu n'es ça, toujours pas plus voilà quoi. inquiète que ça, en J'ai fait. mal, j'ai juste mal, mais bon, après... Et puis, je pense que elle en avait dit plus à ma famille, ma mère, mon compagnon. Euh, donc, du coup, je dis, OK, on va au CHU. Je suis transférée au CHU. Bien sûr, la route de la polyclinique au CHU, je crois qu'elle a duré 10 heures, tellement j'avais mal. Là, par Le contre, moindre ah soubresaut oui, de la route, tu le ressentais. ce que je n'ai pas eu dans la chambre. Mais j'ai oublié de dire que pendant que j'étais, juste avant mon transfert, j'ai une amie sage-femme qui travaille au CHU, qui est venue me voir et tout, et qui me dit, ah, Tati Karine, mais non, il y a un problème. C'est pas normal que tu sois dans cet état-là. Il y a un problème, je ne sais pas quoi. Il y a quelque chose qui va pas. J'ai pas envie de te faire peur, mais non, il y a quelque chose qui va pas. Et puis, je reviens un petit peu sur les choses. Et c'est à ce moment-là aussi que ma gynéco m'informait qu'elle allait me transférer. Donc, on est au CHU. Donc là, j'y suis. Le gynécologue présent me prend en charge et décide de m'envoyer faire un scanner. Le scanner. Là aussi, la route est longue jusqu'au scanner. Les urgences mater. Au scanner, là, je douille, mais au possible. Je suis dans tous les états parce que j'ai mal. Le brancardier, je m'en rappelle encore, qui me dit, Madame, ça va aller, ça va aller. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Mais j'ai mal. J'ai quitté la polyclinique. J'ai dit à mon fils, ne t'inquiète pas, maman va revenir. Il était resté à la Oui, polyclinique. il est resté à la polyclinique. Mais en fait, j'ai jamais eu peur. Je crois que j'étais tellement concentrée sur la douleur que le reste m'importait peu. Et puis, j'ai pu passer du temps avec mon fils. Donc, j'étais loin d'imaginer que j'étais dans un état assez particulier. Mais c'était juste des douleurs à ne pas savoir comment me positionner. Mais j'ai quand même pu profiter un petit peu de mon fils. Donc, le scanner devant être fait, là, être couché. Je crois que j'étais même mieux sur le trajet de la polyclinique que d'être couché pour faire le scanner. À ce point? Ah ouais. Sur le dos, là, être fixe dans le scanner, je sais pas. En Tu as eu fait, l'impression que le scanner durait le une dire éternité. et me rappeler de ces douleurs, voilà. Me rappeler de ces douleurs, c'est vraiment des niveaux vraiment différents parce que je crois que
j'ai jamais eu de douleur aussi importante de ma vie. Jamais. Et donc, le scanner fait, on ne voit rien. Écho, rien. En fait, tout ce qu'on a pu me faire comme examen, prise de sang, rien, rien, rien. Et puis à un moment, on décide de me passer au bloc et de me faire une cystoscopie, c'est-à-dire une incision au niveau du nombril pour voir. Et là, apparemment, parce que je me rappelle plus, après ça, je me rappelle plus de grand-chose, apparemment, il y avait beaucoup, 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 beaucoup de sang qu'on n'a pas vu avant. Et je dirais que j'ai passé pratiquement 24 heures, même un peu plus, avec une hémorragie, à ne pas savoir pourquoi. Et l'hémorragie n'avait pas été décelée. Pas du tout. Je me rappelle encore que ma gynéco, entre mon accouchement et mon départ, elle avait demandé à mon compagnon de récupérer tout ce qu'il pouvait trouver comme examen de ma vie et voir si elle n'avait pas raté quelque chose. Parce qu'elle était tellement surprise de mon état qu'elle comprenait pas en fait. Elle voulait savoir, elle cherchait et tout. Mais vraiment, l'histoire dit que ce soir-là, elle a fumé comme un dragon. Et quand elle fume, c'est que Elle est inquiète. c'est qu'elle est inquiète et il y a un truc qui la dépasse. Du coup, donc j'étais à la cystoscopie. Donc la cystoscopie, on voit que je suis en pleine hémorragie. C'était un dimanche. J'ai accouché le dimanche, donc c'était un lundi de Pentecôte. Et donc, et donc ce jour-là, bien sûr, c'est toujours très difficile d'avoir des praticiens et tout. Vraisemblablement, on a été chercher le professeur Janky parce que c'était tellement compliqué. Il y avait vraiment, il y avait un souci qui était que mon utérus avait explosé, on va dire. C'était une rupture, voilà. C'est comme si il s'était cassé, il s'était fendillé, voilà, il s'était cassé en 1000 morceaux, mais c'est ce qu'on appelle rupture de la paroi utérine. C'est quelque chose qui arrive une femme sur je ne sais pas, 12 000. Hein. C'est quelque chose d'extrêmement rare et encore plus sur un utérus sain. Donc, Oui, puisque c'était ta première voilà, grossesse. voilà. Donc, on ne va pas chercher forcément ce type de problème parce qu'on s'y attend pas. Mais c'est la célioscopie qui a permis de voir que l'utérus était fracassé. Ben, en fait, comme ils ont vu qu'il y avait du sang, donc ils ont ouvert. Donc, finalement, c'est comme si j'avais une césarienne. Donc, ouais, j'ai accouché par voie basse et au final, c'est comme si j'avais une césarienne puisque on a dû ouvrir. Hein. Et donc, Ben, je te dirais, heureusement qu'ils ont ouvert tout de même. ben oui, 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 avec une jolie cicatrice, c'est important. Non, non, très jolie. Et donc, du coup, ben en fait, c'était ça, c'était la rupture de la paroi utérine. C'était assez bizarre, apparemment, comme situation pour les praticiens qui étaient à mon chevet, parce que, comme je dis, c'est rare, c'est inattendu. Je n'avais aucun signe clinique qui aurait pu prévenir ou quoi que ce soit de ce genre. Donc, c'était assez impressionnant. Donc, résultat, je suis au CHU, on me ramène mon fils. Jusque-là, tout se passe bien. Je me remets tranquillement. Je crois que j'ai jamais réalisé tout ce qui s'était passé. À part mes douleurs, je n'ai jamais réalisé parce que bon, les choses se sont faites naturellement et comme je dis, je n'ai jamais eu peur. Je n'ai jamais eu de place pour la peur. Je n'ai jamais eu de place pour la peur. Et je dirais que je suis plutôt de nature à pas m'inquiéter, je sais pas comment dire ça, mais bon, dans d'autres situations, je me serais dit, waouh, qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qu'il faut faire alors que là, j'ai aucun souvenir d'avoir eu peur. Même en discutant avec mes proches, aucun. Je crois qu'ils avaient plus peur que moi. Et donc, je rentre chez moi, ça se passe bien, on m'installe un stérilet parce que bon, voilà, et puis le docteur Jean qui me dit, Madame,
vous êtes passé à côté. Je n'ai pas fait d'hystérectomie, qui est l'ablation de l'enlèvement, on va dire, de l'utérus, parce que je suis jeune. Mais il me dit quand même, si vous avez une grossesse, il va falloir que vous soyez surveillé de près parce que on ne comprend pas ce qui s'est passé. S'ensuit des visites de ma sage-femme qui me dit, Madame, je ne crois pas en Dieu, mais vous aviez tous les saints avec vous. Mon amie sage-femme qui était venue me voir, qui a pleuré de toutes ses larmes en me disant qu'on a failli me perdre. Mais Je crois que tu n'as pas jamais même eu comme ça, conscience, non. à un moment, à Non. aucun moment, tu n'as eu conscience que tu pouvais y passer, en fait. Non, mais elle pleure de toutes ses larmes. Et elle me dit, on a failli te perdre et tout. Mais les infirmiers libéraux qui regardent mon dossier, waouh, vous êtes passé à côté. OK? Mais jusque-là, j'ai pas cette sensation d'avoir eu peur de mourir, faut dire le mot, hein, de mourir ou quoi que ce soit de ce genre. Et ce n'est que quelques mois après, 2 mois après, on va dire ma première sortie, j'étais à un concert du groupe Dissonance et il y a eu un morceau symphonie. Et là, j'écoute les paroles que je connaissais déjà, mais là, qui m'ont pris, les paroles m'ont pris aux tripes. Et là, la vie c'est un bel cadeau, mettez bien au chaud. La vie est un beau cadeau, gardez-la bien au chaud. Et j'ai pleuré tout le reste du concert. Je crois que c'est le moment où j'ai pris conscience que j'étais en vie. J'ai pleuré à ne pas m'arrêter tout le reste du concert. Je ne sais pas ce qui s'est passé après. Je n'ai fait que ça, pleurer. Tu as conscientisé ce qui t'était arrivé à ce concert. Ouais. Jusque-là. Non, parce qu'en fait, j'ai eu la TSH qui venait à la maison, j'avais l'infirmière, je reprenais le cours de ma vie et tout. J'avais des projets pour la rentrée, donc voilà, je venais de réussir à un concours, donc forcément, il fallait que je sois bien. Enfin, il n'était pas question que je rate ma rentrée, enfin, voilà. Mais je n'avais pas eu cette conscience. Je n'avais pas eu cette conscience. Et donc, j'ai un fils qui se porte très bien. Je vais bien, sauf que quelques années après, j'apprends que je suis ménopausée à moins de 40 ans. Mais ça s'est fait là aussi tout doucement. J'enlève un stérilet que j'avais eu un peu après ma grossesse et je me dis il est temps de mettre un deuxième. Le changer parce qu'il faut le changer. Et là, deuxième stérilet, j'ai des bouffées de chaleur. Je suis pas bien, la fille. Je suis frileuse. À 20, j'ai chaud. J'ai chaud, je supporte la clim, j'ai chaud. Oh, non, je sais pas, c'est terrible ça. Je me dis, mais c'est pas possible. Alors je me dis, c'est la thyroïde. Donc je fais des examens en pensant que c'était la thyroïde et tout. Et puis je vois une endocrino qui me dit, non madame, ce n'est pas la thyroïde, c'est la ménopause. J'avais eu déjà des examens pour les hormones. J'avais regardé, mais je me suis dit, oh, voilà, c'est pas. Quand on regarde les taux, hein, sans être dans le milieu médical, dès qu'on sait lire des analyses. Et puis je me suis dit, oh, voilà. Mais. Ça a été un deuxième coup de massue. C'était un coup de massue quand même. Même si l'idée d'avoir un enfant, non pas qu'elle me faisait peur, mais je me suis dit, j'ai eu la chance d'être gardée en vie par je ne sais qui, quoi. J'ai cette chance, donc j'ai pas envie de priver mon enfant de ma présence. Donc c'était surtout ça. Même si l'idée d'avoir un deuxième, c'est pas quelque chose qui me faisait peur en soi, mais c'est surtout que mon fils était bien, bien là, bien présent et le priver de sa maman, je crois que non, je voulais pas prendre ce risque. Pas du tout. Mais malgré tout, la ménopause t'a secoué. Ah oui, ça m'a secoué quand même. Ça m'a secoué parce que bon, on s'y attend pas. On s'y attend pas. On entend dire qu'il y a des gens qui ont des ménopauses assez tôt, mais bon, tant qu'on n'est pas concerné, ça va. Quand elle m'apprend ça, ben oui, je pleure toutes les larmes de mon corps. Hein. Oui, là par contre, oui. Là, oui. Tout de suite, elle me propose un traitement, le truc bien avec.
Mais bien comme il faut, le traitement lourd, hein, je dirais, avec des prises toutes les semaines, quelque chose d'assez contraignant Mhm. pour le reste de ma vie, parce que apprendre sa ménopause à 37 ans, on va dire, 37 ans, c'est pas drôle du tout. C'est pas drôle du tout. Alors, si tu permets, c'est vrai que beaucoup de femmes se plaignent tous les mois, qui nos règles, j'ai mal, là, pourquoi nous les femmes, pourquoi on nous impose ça, pourquoi la vie nous impose ça, etc. Et quand on apprend la ménopause, on est tout aussi mal. Pourquoi je suis ménopausée? Pourquoi je suis ménopausée aussitôt? Mais je dirais que j'avais déjà réglé le problème avec le premier stérilet. Donc, je n'avais plus de règles. Donc, ça allait quoi. Donc, j'avais pas ce truc à gérer. J'avais pas C'est cette le mot chose à gérer. ménopause qui t'a Je fait crois que peur? c'est le mot ménopause. En fait, t'as l'impression d'être vieille, quoi. Voilà, on y arrive, on Voilà. y arrive. C'est juste ça. C'est C'est que ça. C'est dans le. dans l'inconscient Voilà. collectif, le mot ménopause est associé à j'ai passé un Un âge, âge. j'ai passé Voilà. un cap, je suis vieille, ce qui n'est absolument pas le cas. Pas du tout. Parce que la suite arrive. Non, je n'ai pas eu de deuxième enfant. Mais c'est que j'ai eu par moments des douleurs. Non, avant ça, je dirais que ma gynéco m'a dit de ne pas prendre le traitement. Celle qui m'avait suivie pendant ma grossesse m'a dit, tu ne prends pas le traitement de l'endocrino. Tant que tu peux supporter tes bouffées de chaleur, hein, et tout le reste, parce que l'irritabilité, j'avais tous les signes. Elle m'a dit, tu ne prends rien. Et aujourd'hui, j'ai 40, 44 ans. Elle a encore 40, des doutes, elle a encore des doutes. 44 ans. Je n'ai rien pris jusqu'à ce jour. Je n'ai rien pris et lors d'une consultation en urgence, parce que j'avais des douleurs pelviennes, on va dire, j'apprends que j'ai un ovaire qui fonctionne très bien au point qu'on me propose un moyen de contraception. Combien de temps après que l'endocrino ait décrété la ménopause? Enfin, Ben, on va diagnostiqué dire la ménopause? pratiquement 6 ans après. Ah oui, Ouais, 6 ans 5 après. ans après, 5 ans après. Voilà. Donc, c'est assez surprenant comme situation, mais voilà. Tu es ménopausée avec un ovaire qui fonctionne. Ouais. En fait, du coup, je me demande même si je suis ménopausée. J'ai j'ai pas pris le risque, j'ai pas voulu, je veux pas savoir. Au niveau des hormones concernées, je ne veux pas savoir. Je me dis, si c'est ça, autant le savoir, parce que ça aurait été plus embêtant d'être enceinte alors que Voilà. Donc, comme je le sais, ben, on fait ce qu'il faut. Mais c'est vrai que ça m'a rassurée. C'est un soulagement quand même. C'est un soulagement parce que je me dis, bon, c'est pas une ménopause comme on l'entend, c'est peut-être pathologique dû à justement mon utérus en fait. Hein, parce que ça, on ne me l'a jamais évoqué. On Et ne me tu l'a n'as jamais évoqué. on n'est jamais revenu sur cet Sur incident, cette en tranche fait. de vie. Alors, je vais te dire, Hélène, devoir t'en parler m'a replongée. Et effectivement, la ménopause peut être une conséquence de cela. Mais c'est pas. On ne va pas appeler ça tellement. On l'appelle ménopause parce que les hormones ne fonctionnent plus. Mais c'est pas une ménopause comme on l'entend parce que bon, c'est comme les femmes à qui on enlève l'utérus. Donc voilà, c'est un peu un début de ménopause prématurée qui arrive. Mais c'est surtout ça. Me concernant, je me dis tant mieux si j'ai un ovaire qui fonctionne bien, tant mieux si sait-on jamais, je pourrais avoir un autre enfant. C'est pas du tout mon projet, mais bon. Voilà. Mais c'est vrai que traverser tout ça, ça fait prendre conscience de beaucoup de choses. Ça fait prendre conscience de la vie qu'on a. Parfois, on a des hauts, des bas, mais ça fait prendre conscience qu'on aurait pu ne pas être là il y a bien longtemps. Donc, autant préserver cette vie, ma vie. Ça fait aussi voir la vie autrement, tout simplement. Hein. On reste humain, mais il y a des choses pour lesquelles on ne se prend plus la tête. Une vie peut basculer d'une seconde à l'autre. Toi, tu en as conscience? Oh que oui.
Oh que oui. Donc, autant vivre chaque instant intensément. Il faut. Il le faut et je crois que je dirais que c'est un cas parmi tant d'autres. Je dirais que la grossesse est un merveilleux moment dans la vie d'une femme pour celles qui le veulent, pour celles qui le peuvent, parce qu'on a aussi l'autre l'autre côté. Je dirais que dans d'autres conditions, s'il fallait recommencer, après on est prise par l'âge et les événements, j'aurais recommencé. Voilà, c'est juste que il y a des éléments qui peuvent faire peur, il y a des éléments qui peuvent rendre heureux et que une grossesse, ça reste une opération chirurgicale, on va dire, au sens large du terme, et qu'on continue à prendre soin de nous. Voilà. Aujourd'hui, quand tu regardes ton fils, c'est ton bijou. Ah, c'est mon bijou, hein, c'est mon bijou. Ah oui, c'est mon bijou. Je suis contente d'être là. Ça me permet de me rappeler pourquoi je suis là, ce que j'ai envie de faire avec lui et qu'il va falloir que je continue à me battre. Parce qu'il est là, je suis là, donc nous avançons ensemble. Quel conseil que tu donnerais aux femmes, justement, aujourd'hui, globalement, quel conseil que tu donnerais aux femmes qui se retrouvent dans cette sphère de la maternité? Quel conseil que tu leur donnerais? Qu'elles prennent soin d'elles, qu'elles choisissent bien leur gynécologue. Moi, c'est important parce que ma situation, c'est un cas sur, je sais pas, 12 000. Hein, c'est vraiment quelque chose de rare. Et je me rappelle encore, quand j'ai annoncé ma grossesse à certains proches, certains m'ont conseillé, mais vraiment d'arrache-pied, la gynécologue que j'ai eue. Et je dirais que c'est sans regret parce qu'elle m'a accompagnée jusqu'au bout, mais vraiment jusqu'au CHU. Elle est venue me voir. C'est une dame avec qui je n'avais eu aucun lien, hein, mais vraiment aucun, mais qui a été présente jusqu'au bout. Et pour la petite histoire, c'est que j'ai eu tout ça. Mais mon fils, quand il est sorti avec le poing levé, comme un signe de victoire. Donc, quand je regarde encore ces photos, je me dis, ouais, il avait décidé de se battre, Et il lui a aussi. décidé de se battre pour sa maman. Il Ah savait oui, que sa maman serait ah restée oui, là à côté de lui. vraiment, c'est assez impressionnant. Ça aussi, je ne l'ai pas vu tout de suite hein, parce que je n'étais pas dans ça. Mais c'est vrai que chaque élément comme ça, quand on revient dessus, ça nous permet de relativiser, de recommencer même quand ça va pas, de recommencer et de s'accrocher à chaque élément de la vie et que chaque grossesse est différente. Chaque grossesse emmène son lot de difficultés, son lot de joie, de consolation, tout ce qu'on pourrait mettre autour et qu'il faut tenter de la vivre au mieux et Et surtout bien s'entourer. bien s'entourer. Je crois que tu insistes beaucoup Ah dessus. oui, 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 oui. S'entourer, la famille, les amis, les professionnels de santé, vraiment, ça a été très important. Et je dirais même après mon accouchement, les personnes qui étaient autour de moi en tant que professionnelle ont été des personnes merveilleuses, merveilleuses. Donc voilà. Je crois que j'en découvrirai hein, au fur et à mesure bien des histoires, mais j'avoue que je n'avais jamais entendu parler de ce type de cas. Et je pense que je ne serai pas la seule. Merci pour ton témoignage. Je pense que c'est une histoire qui est maintenant, qui fait partie de toi, mais qui est derrière toi maintenant, puisque tu vis pleinement ta vie aujourd'hui, Tout à fait. qu'il n'y a pas de conséquences psychologiques sur toi par rapport à... Aucune. Voilà, voilà. Aucune. Je prends juste plaisir à écouter ce morceau de dissonance. Quand j'ai un coup de blues, j'avoue que c'est mon petit morceau fétiche. Est-ce que tu pleures toujours en l'écoutant? Non, non. Je l'écoute avec plaisir. Donc voilà. C'est Donc vraiment voilà. rédemption. Donc c'est derrière toi. Ah En tout oui, cas, vraiment. vraiment, merci pour ce partage. Je pense qu'il parlera à bien des femmes. Et j'ai une dernière question pour toi. Quand on te dit de femme à femme, le titre de ce podcast, qu'est-ce que ça t'inspire? De la bienveillance. Beaucoup de bienveillance, de l'écoute, du partage, de la sérénité. Des moments douloureux, mais aussi des moments pleins de vie, pleins de joie, Merci. ensemble. Ah oui, merci Karine. Merci, merci à toi. Une très belle route.
Et puis, bon accompagnement de ton petit garçon. Merci, Hélène. Bien une bonne chose à toi. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme & Co pour ne manquer aucun épisode. Ils sont également disponibles sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, entre autres. Alors likez, donnez un maximum d'étoiles, laissez vos commentaires et surtout partagez. À la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.